Il est 13 h, bonjour à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce dimanche 18 octobre 2020. Présidentielle 2020, dans le cadre de la reprise du dialogue politique, gouvernement et opposition avaient pris rendez-vous à la primature. Les partis de l'opposition ne se sont pas présentés au rendez-vous fixé. Le point de notre reporter à suivre dans ce journal. Réussir socialement, peu importe le prix à payer, certains individus pour ce faire ont recours aux pratiques occultes, poussant le bouchon de leur aspiration jusqu'au viol du repos éternel des défunts. Eux, ce sont les profanateurs de tombes qui sont leurs clients. Quelques-uns ont accepté de se confier. Le dossier de la rédaction à suivre dans un instant. Présidentielle 2020 également en Guinée, 5 millions d'électeurs appelés aux urnes ce dimanche dans la course au palais présidentiel. L'opposant historique Cellou Dalein Diallo en face, Alpha Condé, le président sortant qui brigue un nouveau mandat et 10 autres concurrents. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et bienvenue dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 13 h. Nous recevons un invité avec lequel nous parlerons de la contribution qu'apporte un organisme rattaché au ministère de l'économie et des finances à la protection des consommateurs de services financiers. Cet invité est avec nous sur ce plateau. Il s'agit de Moussa Mamadou. Bonjour Monsieur Moussa Mamadou. Bonjour. Vous êtes donc le secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire. Bienvenue sur ce plateau. Nous vous retrouvons dans une trentaine de minutes. Merci. Mais avant cet entretien, la campagne pour la présidentielle du 31 octobre bat son plein pour certains candidats. À se faisant représenter ou prenant eux-mêmes la parole, ils sont allés au contact des électeurs. Le RHDP du candidat Alassane Ouattara a convié la jeunesse de Côte d'Ivoire à un grand meeting à la place Figayo à Yopougon en présence du directeur national de campagne Ahmed Bakayoko qui a présenté la vision de son candidat. Kouadio Konan-Bertin, candidat indépendant, lui, était hier après-midi à Umbonoa, à 8 km d'Atingué. Et dans le meeting qu'il a animé, Kouadio Konan-Bertin a réaffirmé sa volonté de bâtir une Côte d'Ivoire basée sur les valeurs de la République s'il est élu au soir du 31 octobre à la tête de la Côte d'Ivoire. Et puis, deuxième titre de ce journal, à la demande de l'opposition et sur initiative du gouvernement ivoirien, le dialogue politique a repris hier samedi à la primature en présence du Premier ministre, chef du gouvernement Ahmed Bakayoko. Les sièges réservés pour accueillir les partis de l'opposition dans le cadre de ce dialogue politique n'ont pas été occupés par les concernés. Les partis d'opposition attendus ont répondu absents au rendez-vous fixé. Alexis Ouedraogo. Le chef du gouvernement a invité ce samedi à la primature les différents acteurs de la scène politique ivoirienne. Si plusieurs ont répondu présents, à la table de séance, les principaux partis de l'opposition restent absents. Une situation que déplorent certains partis. Nous avons regretté que certains partis de l'opposition qui avaient souhaité ce dialogue ne soient pas venus. Mais nous ne désespérons pas, nous avons dit au ministre qu'on l'encourage à poursuivre. Les élections, ce n'est pas la guerre. Les élections doivent se dérouler dans un esprit patriotique. Les populations se plaignent, elles ont un peu peur de tout ce qui va se passer. Mais c'est à nous, partis politiques, parce que tout ce qui se passe est le fait des partis politiques. Donc c'est nous qui devons continuer le dialogue avec nos frères des autres partis politiques et avec le gouvernement. Quand on demande à des jeunes gens de barricader des routes, de casser les édifices de l'État, quand on s'en prend à ces frères, ce n'est vraiment pas la paix. Nous demandons simplement à nos frères d'arrêter, surtout quand on a déjà géré une république, d'arrêter. Pour le Premier ministre, l'État est résolu à maintenir le dialogue politique. Le gouvernement est prêt à tout moment. Encore demain, après-demain, nous sommes disposés à discuter. Mais il ne faut pas dire une chose sur les réseaux sociaux, dans les médias, et puis dans les faits, faire autre chose. J'ai bien entendu, lors de leur conférence de presse, nous désobéissons, nous agissons pour obliger le gouvernement à venir discuter avec nous. Mais nous sommes déjà là pour discuter. Et nous sommes prêts à discuter. Comme le disait le président Oufoué, quel que soit le niveau des crises, à la fin, c'est toujours par un dialogue que cela se termine. Il faut faire l'économie des crises et commencer par le dialogue. Donc nous sommes disposés. Ahmed Bakayoko a invité l'opposition à sortir de la logique de rupture et dit son bon espoir du retour dans la compétition électorale des candidats en retrait. Nous espérons que les candidats hésitants ou les candidats qui appellent le boycott vont
revenir à des meilleurs sentiments, parce que la réalité, elle est tout autre. La Côte d'Ivoire est en paix, la Côte d'Ivoire avance, et c'est important pour notre pays que nous ayons ces élections à bonne date. Parce que quand vous avez des situations de vide, c'est là justement que vous ouvrez la porte à toutes les aventures. Le chef du gouvernement s'est toutefois voulu ferme quant aux appels à la violence. Si vous êtes responsable de violence sur des personnes, sur des biens publics ou privés, vous assumerez tôt ou tard, parce qu'il y aura des procès. Dans un pays qui enregistre de nombreux indicateurs de performance, l'heure se veut, selon Ahmed Bakayoko, à la préservation des acquis et de la stabilité. Ahmed Bakayoko a pour finir réaffirmé sa foi en l'aboutissement du processus électoral engagé et appelé l'opposition à la table du dialogue. Et puis, sachez que l'on vote pour la présidentielle en Guinée ce dimanche. 5 millions d'électeurs appelés aux urnes. 12 candidats sont en lice, dont le président sortant Alpha Condé qui brigue un nouveau mandat et son principal opposant Cellou Dalein Diallo. Les bureaux de vote ont ouvert donc ce dimanche matin. Ils devraient fermer ce soir à 18h. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État a signé lundi dernier la lettre d'engagement des directeurs généraux ou responsables de projets des structures sous tutelle de son département. Ces responsables de projets devront tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs à eux assignés. Francis Boiffaut. Des lettres d'engagement signées par le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État et 4 directeurs généraux des structures sous tutelle. C'est une première. Le budget de l'État dorénavant s'exécute suivant différents programmes. À chaque programme sont assignés des objectifs. Il y a des indicateurs pour apprécier l'atteinte de ces objectifs. Donc la lettre d'engagement, c'est un peu le document qui va, permettez-moi l'expression, contractualiser ou retracer les engagements pris par les responsables du programme devant le premier responsable du département ministériel, engagement d'atteindre donc les objectifs qui ont été fixés. Le budget programme exige des responsables de projet plus de rigueur dans l'exécution des différentes tâches. Nous allons tout mettre en œuvre avec l'ensemble de nos collaborateurs pour atteindre les objectifs à nous assigner dans le cadre de ce programme. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État invite ses collaborateurs à relever les nombreux défis. Les différents programmes, leurs résultats vont être appréciés par la Cour des comptes et il va falloir présenter à la représentation nationale les résultats qui ont été obtenus avec les ressources qui ont été mises à la disposition des différents programmes. Donc c'est vraiment une étape extrêmement importante qui vient matérialiser en tout cas tout ce processus de... La signature de la lettre d'engagement concerne tous les ministères du gouvernement, à en croire le ministre Moussa Sanogo. Et au chapitre défense de ce journal, sachez que 200 recrues intègrent le groupement des fusiliers commandos de l'armée de l'air. Elles viennent de parachever une formation commune de l'aviateur de 8 semaines où ces soldats ont été instruits selon l'esprit militaire. Issus de la promotion Renaissance, ces nouveaux aviateurs commandos ont reçu leur attestation de formation et leur béret, synonyme de leur intégration dans la communauté de l'armée de l'air. Exercice militaire et démonstration de capacité de réaction au menu de ce reportage d'Abou Sanogo. Leur formation s'est déroulée du 16 août au 9 octobre, simultanément sur le site de la base aérienne d'Abidjan et celui du centre d'instruction des fusiliers commandos de l'air à Yamoussoukro. En fin de formation commune de l'aviateur, ces 200 soldats de deuxième classe, dont un personnel féminin de la promotion Renaissance, viennent renforcer les rangs de l'armée de l'air. Ces recrues du groupement des fusiliers commandos de l'air qui ont reçu leur attestation et béret, couronnement de leur formation, ont été instruits et éduqués selon l'esprit militaire qui prône des valeurs, à savoir la solidarité, la rigueur, l'entraide, l'efficacité et surtout la discipline. C'est donc maintenant que commence votre travail aux côtés de vos anciens dans l'harmonie, comme l'indique notre devise, un seul corps. Ces aviateurs de la classe 2019 ont été invités à être des modèles. L'unité dans laquelle vous appartenez désormais est un corps d'élite qui tient à sa réputation et à son blason. Vous avez pour mission de maintenir la flamme allumée au travers de vos actions et réactions dans les missions qui vous seront bientôt confiées. Les nouvelles recrues ont fait des démonstrations de savoir-faire FUSQUA, fusiliers commando de l'air.
Un exercice tactique a été exécuté par une escouade du groupement des fusiliers commandos de l'air, y compris ses recrues. L'unité d'élite FUSCOA est chargée des combats au sol, du ratissage et de l'occupation d'une zone après les frappes aériennes, de la sécurisation des aéronefs en zone hostile, de la récupération des équipages tombés en zone ennemie, de la sécurisation des aires temporaires d'atterrissage et de la défense des installations aériennes. Et la sécurité est aussi sanitaire, raison pour laquelle il ne faut surtout pas manquer de continuer d'observer les mesures barrières quant à Covid-19. À ce jour, mesdames et messieurs, selon les chiffres transmis par le ministère de la Santé, on dénombre à 26 cas confirmés de Covid-19 sur 984 échantillons prélevés, 30 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 197 cas actifs. Il faut donc continuer de rester vigilant. La disparition de la forêt ivoirienne est de plus en plus perceptible avec la destruction de la forêt. Face à cette menace, l'Observatoire ivoirien pour la gestion durable des ressources naturelles, ou IREN, a mobilisé les acteurs pour la mise en place d'une observation indépendante forestière en Côte d'Ivoire. C'était à Yamoussoukro. Il s'agit pour toutes les parties prenantes de faire propositions et suggestions afin de permettre à cette observation indépendante forestière d'élaborer des rapports crédibles dans le respect de la réglementation en vigueur. Le reportage de Soro Corona. Le constat de la déforestation en Côte d'Ivoire est alarmant. De 16 millions d'hectares au début des années 1900, la Côte d'Ivoire ne dispose que de 3 millions d'hectares aujourd'hui. Pour y faire face, le gouvernement ivoirien a lancé une série d'initiatives pour une meilleure gouvernance forestière, au nom desquelles la politique de préservation, de réhabilitation, d'extension forestière et la loi sur le code forestier. L'application de cette loi a permis la mise en place de l'Observatoire ivoirien pour la gestion durable des ressources naturelles, OIREM. Cet organe a pour mission de créer un cadre national d'observation indépendante forestière en Côte d'Ivoire. Les acteurs se sont retrouvés à Yamoussoukro pour améliorer et valider ces cadres. Quelles sont les exigences et les lignes directives contraignantes à la société civile, justement pour que nos rapports d'observation indépendants soient inattaquables, parfaitement crédibles. Voici un peu le sens de notre rencontre de ce jour. Le secteur privé, les rois et chefs traditionnels sont impliqués dans cet organe. On a de jolies lois, mais il n'y a pas de suivi. Ça fait qu'il y a toujours des problèmes entre nos populations. Donc je pense que ce que nous allons faire, pour pas que ça reste dans les tiroirs. Le représentant du ministre des Eaux et Forêts a exhorté les participants à faire des propositions. Nous attendons de vous des rapports d'observation indépendante transparents, crédibles et acceptés par tous les acteurs du secteur forestier, et dont les recommandations permettront d'améliorer la gouvernance forestière en Côte d'Ivoire. Les membres de l'Observatoire ivoirien pour la gestion durable des ressources naturelles réfléchissent également sur un mécanisme de suivi de la prise en compte des recommandations pertinentes de la société civile par l'administration forestière. Mesdames et messieurs, si vous subissez au quotidien les effets troublants liés aux nuisances sonores ou si vous êtes le témoin de scènes de pollution, sachez qu'un centre de gestion de réclamation client existe désormais au ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Ce centre a pour mission de gérer vos préoccupations en matière d'ordures ménagères et de nuisances sonores. On en sait plus avec Grace Cando. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? J'ai constaté que la femme de mon voisin déverse des ordures dans le caniveau. D'accord. Nous prendrons votre réclamation en compte. Vous recevrez un accusé de réception pour confirmer que nous avons pris en compte votre réclamation. D'accord. D'accord. Merci. Nous sommes au centre des relations clients du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Un dispositif qui va permettre de répondre efficacement aux préoccupations des populations. Ce centre traite, entre autres, les questions liées aux nuisances sonores, les installations anarchiques, le ramassage d'ordures et le trouble de voisinage. Le ministère a décidé de mettre en place donc un centre de gestion des réclamations clients de manière à nous rapprocher davantage de nos clients qui sont en réalité les usagers de ce service public-là. Notre stratégie de gestion des réclamations clients permet d'apporter des réponses de manière très prompte, donc des réponses à toutes les attentes de nos concitoyens. La présentation du centre de relations clients a été précédée d'un discours inaugural fait par la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne Désirée Ouloto,
est revenu sur les procédures internes de gestion et organisationnelles d'un centre de relations clients. Le projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier du district de Yamoussoukro est dans sa phase active depuis quelques années d'un montant de 80 milliards de francs CFA. Il vise à contribuer à l'accroissement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers la redynamisation de filières agricoles porteuses. C'est justement pour mieux accompagner les bénéficiaires que le projet initie une formation à leur intention. Objectif, faciliter les accès au financement. Kader Sogodogo. Depuis le 14 février 2017, l'État de Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement BAD ont mis en place un financement de 80 milliards de francs CFA dans le cadre du projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier et du district de Yamoussoukro, 2 PAI Bélier. L'objectif majeur est de redynamiser les filières agricoles porteuses, riz, maïs, manioc, légumes, porcins et poissons, un moyen efficace de lutter contre la faim. Le projet prend en compte les initiatives privées avec les petites et moyennes entreprises PME de toutes les tailles. C'est justement pour faciliter leur accès à des financements que le 2 PAI Bélier et l'agence Côte d'Ivoire PME forment 200 PME. C'est une collaboration qui sera intensifiée avec l'agence Côte d'Ivoire PME à partir de 2021. Il y a d'autres opportunités qui vont suivre. C'est notamment le financement à travers le fonds de développement des chaînes de valeur. Il y a également le fonds Covid mis en place par le gouvernement. Tout ça, c'est des opportunités qui permettront de financer les activités des PME. Dans les prochains jours, l'agence Côte d'Ivoire PME, avec l'appui du projet DPI Bélier, sera présent auprès des entrepreneurs, auprès des porteurs de projets, afin qu'ils puissent optimiser leur système de production et pouvoir bénéficier de l'appui de l'État de Côte d'Ivoire au travers des différents programmes que l'État a mis en place. Une formation qui vient à point nommé pour les bénéficiaires. Au vu de tout ce que nous avons eu comme information, ça m'ouvre vraiment l'esprit sur comment acquérir un marché, comment avoir du financement. Et cela est un plus pour moi. Il y a des techniques que je ne connaissais pas et que je viens effectivement d'acquérir. Je crois que ça me servira pour le futur dans mes activités. Après la formation, ces PME pourront contribuer à l'atteinte des objectifs assignés au projet de pôle agro-industriel de la région du Bélier et du district de Yamoussoukro. Au bout, il y a la sécurité alimentaire. Et puis ce mot de culture dans votre journal, mesdames et messieurs, le royaume du Djuebla, installé dans l'est de la Côte d'Ivoire, a un nouveau roi, Nanan Kablandiye. Il a été intronisé samedi dernier selon les us et coutumes à Caen, en présence du représentant du président de la République. Il devient ainsi le 14e roi du Djuebla. Il place son règne sous le sceau de l'unité, de la fraternité et de la paix dans son royaume. Mamadou Kouassi nous en dit plus. Après cette prestation de serment, Tigori Niamé devient le 14e roi du Djuablé. Après tout le rituel qu'impose la tradition Agni. Son nom de règne est Nanan Kablandiye II. C'est un homme franc. Je pense qu'aujourd'hui, être à la tête d'une communauté demande de la vérité, de la justice, de l'affabilité et de la magnanimité. Aujourd'hui, c'est une joie pour moi parce que depuis des années, je n'ai jamais vu. C'est ma première fois d'assister et vraiment, je suis dans la joie. Je demande au Seigneur de donner longue vie à notre nouveau roi. C'est une renaissance après la disparition de l'ancien roi. C'est une renaissance pour la famille et pour le royaume. Parce que, comme on le dit dans notre jargon, le roi est mort, vive le roi. Le nouveau roi du Djuablé reçoit les conseils et recommandations de la cour royale. Nanan Kablandiye II aura pour mission la défense, la protection de tous ses administrés et la promotion de la paix et la cohésion sociale pour le développement et le progrès du royaume du Djuablé. Représentant à la fois le président de la République Alassane Ouattara et le premier ministre Ahmed Bakayoko, parrain de l'événement, le ministre Siandou Fofana, cadre du royaume du Djuablé, a invité tous les fils et filles du Djuablé à l'unir autour du nouveau roi. Que son règne dure et perdure et permette de faire avancer le royaume pour le bonheur des enfants du royaume que nous sommes. Je pense que rien qu'à voir le tableau que nous présentons, vous devrez comprendre qu'ici, il ne peut exister que la paix.
parce que c'est le royaume de la paix et nos parents nous ont appris à vivre en parfaite cohésion et en toute fraternité. Et c'est solidaire et dans la cohésion toujours renouvelée que nous vivons notre fraternité et que nous partageons cette joie et cette paix. Le 14e roi du Guablé a reçu du président de la République Alassane Ouattara un véhicule de type 4x4 remis par le ministre Siendou Fofana. Le nouveau roi du Guablé était technicien dans une entreprise privée de Korogo. Il est père de 2 enfants. Nana Kablan Dié II succède à Nana Agnini Bilé II, décédé le 8 janvier 2020 et inhumé le 18 septembre dernier. Au terme de la cérémonie d'intronisation, une parade lui a permis de sillonner toute la ville d'Agni Bilekro pour communier avec l'ensemble des populations. À suivre à présent le dossier de la rédaction. La fin justifie les moyens, mesdames et messieurs. Vous avez certainement entendu cette assertion sans peut-être en mesurer la portée, mieux la profondeur de l'esprit qui l'accompagne. Certains, hélas, sont vite fait de faire de cette assertion leur quotidien au point de fouler aux pieds ce qui relève du sacré, comme par exemple violer le dernier repos de ceux qui nous ont quittés avec pour objectif final réussir socialement vaille que vaille. Ces profanateurs de tombes qui n'hésitent pas à avoir recours aux morguiers ou aux gardiens de cimetières à la recherche de certaines parties du corps humain pour s'assurer de l'atteinte de leurs objectifs. Quel intérêt ont-ils à troubler le repos éternel des défunts qui sont leurs clients? Quelques-uns ont accepté de parler de leurs pratiques. Le reportage d'Ami Sissoko. Dernier préparatif avant l'enterrement dans ce village de la région du Poro. À Foro, situé à une dizaine de kilomètres de Korogo, comme dans l'ensemble des villages de la région, les funérailles sont marquées par un rituel dont la finalité est le repos paisible du défunt. Un repos bien souvent troublé par les profanateurs des tombes au grand désarroi des familles. Je constate le plus souvent quand je travaille qu'il y a des tombes qui ont été profanées. Par qui ou pour quelle cause, ça je ne saurais le dire. Mais très souvent, les tombes sont profanées. On voit ça un peu partout sur toute l'étendue du territoire. On nous rapporte que des gens aussi cherchent des salives, des ossements pour certains faits mystiques. Mais là, c'est des faits que nous ne pouvons pas vraiment confirmer. Les profanateurs de tombes, parlons-en. Ceux-ci ont accepté de lever le voile sur leurs pratiques, mais à certaines conditions. 2 heures du matin dans un cimetière que nous ne nommerons pas pour respecter la parole donnée. Par semaine, il vient ici, bon, 1 fois, 2 fois. Cet homme a fait de la profanation des tombes un métier qu'il pratique depuis 30 ans. Je l'ai appris avec un mienga. Tu soulèves ta main au-dessus de la tombe et puis tu récites le verset. Le corps sort et puis maintenant tu as 9. De nombreux jeunes s'adonnent à cette pratique. C'est un moyen comme un autre pour eux de gagner de l'argent. Ils regardent où les jeunes se réunissent, ils regardent et puis ils causent avec lui, ils commencent à lui faire des plaisirs en lui payant des choses, en lui donnant de l'argent. Donc il devient son ami pour connaître son intention. C'est à partir de là qu'il va profiter, il va lui poser la question, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Puisque l'amitié est déjà liée, il va le faire pour lui. Et puis ils vont se faire des sous. On juge le prix, une fois qu'on tombe d'accord, on vient faire du travail pour lui. Bon, souvent c'est de 300 000 à 400 000. Les commandes obtenues, l'étape suivante consiste à se tourner vers les préparateurs mystiques. Généralement, un individu ne se lève pas pour aller faire telle offrande ou tel sacrifice. C'est à partir donc d'une consultation chez un devin qui lui dit « vous avez tel problème » ou « pour ce que vous demandez, il faut faire telle offrande ou tel sacrifice ». Généralement, on ne voit pas les corps être enterrés ou bien ensevelés avec un tissu rouge ou noir. C'est toujours le blanc. Donc pour ne pas que tu portes cette tenue blanche, il te faut justement ce morceau de tissu blanc appartenant déjà à un cadavre. Donc là, tu ne peux plus imiter. C'est comme si tu es vivant, mais tu es déjà mort, les balles ne peuvent rien. Les chenilles, bon ça c'est pour lancer. Les chenilles se trouvent dans quoi? Dans la chair humaine et dans les plaies. Ça c'est pour te donner une plaie qui ne peut jamais guérir. Même si ce n'est pas les plaies d'une maladie que tu ne peux pas, même la radio ne peut pas détecter. Les clients qui sont de toutes les couches sociales espèrent, avec les différents sacrifices, obtenir certains avantages. Mythe ou réalité? La salive peut donner du bien,
Si tu l'emploies, ça c'est pour que au moins que ce soit une autorité ou bien une personne qui est entourée de beaucoup de personnes. Et chaque fois quand tu parles, c'est bien écouté, on ne peut pas te discuter, ça peut faire ça aussi. Moi-même là, j'ai une amie, quand on était au collège, qui est venue me voir, qu'elle allait voir un marabout, et le marabout a demandé les ongles de cadavres pour pouvoir faire des médicaments pour qu'on puisse avancer, on soit aimé par les hommes. Mais moi j'ai refusé, j'ai dit que je ne peux pas. Devant Dieu, j'ai refusé. Tout ce qui se donne à cette pratique, nous pensons que c'est des pratiques démoniaques, ça ne donne absolument rien. La seule chose qui peut faire réussir l'homme dans cette vie-là, c'est le travail. La profanation existe. À travers nos prêches, dans les lieux publics, nous les interpellons à chaque fois d'arrêter ce genre de pratiques. Le sort dans le corps des humains, pour guérir la personne de son mal, c'est le verset Ayat al-Kursi que nous prenons pour pouvoir traiter la personne à ce qui gagne sa santé. Les autres religionnaires, c'est par la même voie de prière, implorer son Seigneur à ce que la personne gagne sa santé. La science aussi a son explication. Un imam, un pasteur, un prêtre ne va jamais vous recommander, pour réussir une activité, de recourir à des pratiques occultes. C'est contre nature. Alors il reste une seule alternative, n'est-ce pas, dont les tenants sont mitigés, les tenants sont pluriels, où chacun peut s'inscrire assez aisément et plus facilement. Naturellement, on pourrait donc inscrire les éléments dont nous parlons dans ce type de croyance. L'utilisation des organes ou du flux des cadavres n'est pas sans conséquence. La destruction des biens, souvent après une courte période de gloire, et la mort brutale d'un proche, entre autres. Quand tu fais là, le jour où tu meurs, là, les hyènes viendront prendre ton corps. Mais pourquoi vous le faites alors? Oui, tu as déjà signé le pacte, c'est fini, tu es dedans. On ne peut pas faire marche arrière? Non, si tu fais marche arrière, tu meurs. Il a fait ça au moins 2 ans, quelques mois, et puis il a arrêté. Mais pourquoi tu as arrêté? Il sait que c'est pas bon. À la longue, là, ça peut agir sur moi. Bon. J'ai eu peur d'arriver à un moment. Ça peut agir comment? Ça peut me rendre malheureux même après. Pourquoi? Il peut finir mal. Pareil, venir entité corps comme ça, d'un être humain comme moi, vraiment, c'est pas bon du tout. Les corps les plus recherchés. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire. Avec vous, Monsieur Moussa Mamadou, eh bien, nous allons parler de la contribution qu'apporte l'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire à la protection des consommateurs de services financiers. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Monsieur Moussa Mamadou, une question. Qu'est-ce que l'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire? Merci. En tout cas, on vous remercie déjà au nom du ministère de l'Économie et des Finances, mais également du Conseil d'orientation de l'Observatoire, avec à sa tête le président Jacques Kono Assaoré, qui est par ailleurs directeur général des Trésors et de la comptabilité publique, de nous donner l'opportunité de présenter donc cet outil de gouvernance donc, aux téléspectateurs. Alors, l'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire, en abrégé au QSFCI, a été créé en décembre 2016 par décret présidentiel. C'est un outil de gouvernance, comme je l'ai dit tantôt, qui a 3 missions essentielles. La première mission porte sur la contribution au renforcement de la qualité de l'offre de services, de produits et services financiers de détail. La seconde mission porte sur la protection des consommateurs de ces services et produits. Et l'ultime mission essentielle de l'Observatoire porte sur la contribution à la diffusion de la culture financière, qu'on appelle communément l'éducation financière. Alors, c'est donc une entité qui relève du ministère de l'Économie et des Finances. C'est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement ivoirien et un certain nombre de partenaires techniques, notamment la Banque mondiale. Et puis, il est dirigé par un organe d'orientation qui compte à peu près une quinzaine de membres, parmi des acteurs essentiels donc, de l'écosystème de la finance de détail en Côte d'Ivoire. Alors, il se situe donc au carrefour des relations entre les institutions financières et leur clientèle, ce qu'on appelle dans notre jargon donc les fournisseurs de services financiers, ce sont les acteurs donc de l'offre, et puis donc les consommateurs de services financiers qui sont les acteurs de la demande. De quoi s'agit-il? Au niveau des fournisseurs, vous avez essentiellement les établissements de crédit, qu'on appelle communément les banques, les systèmes financiers décentralisés, qu'on appelle de façon générale les institutions de microfinance,
Vous avez également les émetteurs de monnaie électronique. Ce sont en général des filiales d'opérateurs de téléphonie mobile donc, qui opèrent dans ce qu'on appelle donc, le mobile money. Et puis, vous avez également d'autres acteurs essentiels qui sont les sociétés d'assurance. Enfin, vous avez également les services financiers de la Poste de Côte d'Ivoire. Alors, M. Moussa Mamadou, quelles sont les raisons qui ont motivé sa création? Alors, la création de l'Observatoire procède de la mise en œuvre de réformes communautaires au niveau donc, de l'UEMOA. Vous savez, on appartient donc à une union qu'on appelle l'Union économique communautaire ouest-africaine. La Côte d'Ivoire, avec 7 autres pays, donc, compose cette union-là. Alors, l'objectif de ces réformes-là qui ont été conduites donc, sous l'égide de l'UEMOA, c'était de permettre à nos économies d'être compétitives en matière donc, de financement de ces économies-là, mais également d'assurer une bonne protection des consommateurs de services, des produits, des consommateurs de services financiers. Et enfin, je vais dire à la limite, l'autre élément essentiel au niveau de cette réforme de l'UEMOA, c'est de renforcer donc l'inclusion financière. Alors, c'est un peu donc ce qui a présidé à la création de l'Observatoire en Côte d'Ivoire. Et quels sont les principaux avantages qu'offre cet observatoire aux populations? Alors, il faut distinguer 3 séries d'avantages. Allez-y. 3 séries d'avantages en réalité qui pointent vers les missions essentielles de l'Observatoire que je viens donc de vous énumérer tantôt. Alors, la première série d'avantages procède donc du dispositif de médiation et de conciliation financière de l'Observatoire. Alors, la médiation financière, c'est un dispositif extrajudiciaire qui permet donc à 2 parties, donc avec le concours d'un tiers qu'on appelle le médiateur, un tiers indépendant et professionnel, donc pour pouvoir donc régler leurs différends de façon amiable. D'accord. Donc ça, c'est le premier avantage donc, de l'Observatoire. La création de l'Observatoire donnera donc l'opportunité aux clients des banques, des compagnies d'assurance, des émetteurs de monnaie électronique, quand un différend se profile, donc de pouvoir régler leurs différends par la voie donc, du dialogue et de façon amiable avec ces banques-là et ces entités-là. Ça, c'est le premier avantage. Le second avantage, c'est que très bientôt, l'Observatoire va mettre en place donc, un programme d'éducation financière. Oui. Essentiellement, ça va être un programme d'éducation financière en ligne qui va être développé via, donc, je veux dire, à la limite, des technologies web assorties donc d'une version mobile. Ça va permettre donc aux populations d'améliorer leurs connaissances en matière de finances, mais également, je veux dire, à la limite, de décomplexer leurs relations par rapport à l'argent et donc d'avoir les bons réflexes financiers. D'accord. Et puis, troisième série également d'avantages, c'est que rapidement, en tout cas très prochainement à brève échéance, l'Observatoire va mettre en route également un autre outil emblématique. C'est un comparateur des conditions de service. De quoi s'agit-il? C'est une lucarne informatique qui va permettre donc à l'internaute, aux clients et à l'usager de façon générale d'y aller et de pouvoir comparer suivant des critères, je veux dire à la limite, des produits et des services qui sont, je veux dire à la limite, élaborés par telle entité financière, telle banque, telle compagnie d'assurance ou tel émetteur de monnaie électronique. Donc voici les 3 avantages, série d'avantages qu'offre la création de l'Observatoire au niveau des populations et des usagers de façon générale. Alors, M. Moussa Mamadou, avant de poursuivre cet entretien, je vous invite à suivre un élément qui devrait nous permettre d'en savoir un peu plus sur les avantages qu'offre cet outil pour les consommateurs. Ce qu'il faut également savoir, c'est que créé en décembre 2016, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, l'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire est donc un outil d'aide à l'amélioration de l'inclusion financière. Il participe ainsi à la mise en œuvre des réformes de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sur les conditions de financement des économies et la protection des consommateurs de produits et services financiers. Malheureusement, cet outil est donc méconnu du grand public. Quelques explications de notre reporter, Cheikh Koné. Est-ce la fin des récriminations sans suite des usagers des produits et services financiers? En tout cas, depuis sa création en décembre 2016, c'est la mission dévolue à l'Observatoire de la qualité des services financiers. Il s'est fixé pour mission de mettre un point d'honneur sur la transparence des principes d'équité grâce à la médiation financière. En clair, ce dispositif de gouvernance gratuit d'accès, inclusif et équitable, replace l'usager des services financiers au cœur des priorités des établissements de crédit, des émetteurs de monnaie électronique, des sociétés d'assurance, des services de la poste et bien d'autres. Depuis sa création en 2016, à la faveur d'un partenariat entre le gouvernement ivoirien et la Banque mondiale, cet observatoire a étendu ses activités sur 3 principales missions: l'amélioration de la qualité de l'offre des produits et services financiers, la protection des consommateurs et la diffusion de la culture financière. Cependant, malgré sa noble mission dont il est adoubé, l'observatoire reste encore méconnu du grand public. Pour inverser la tendance, l'Observatoire entend innover en mettant en service une application de gestion en ligne des plaintes,
ainsi que la mise sur pied d'un site comparateur des offres de services financiers. À terme, il s'agit d'aider au renforcement de la compétitivité de l'économie ivoirienne en proposant aux consommateurs des produits et services financiers plus adaptés, de meilleure qualité et à moindre coût, grâce notamment à la construction d'un secteur financier inclusif, innovant et plus efficient. Voilà ce sujet de Cheikh Koné qui vient éclairer notre lanterne sur le sujet abordé. Nous parlions à l'instant des avantages qu'offre cet observatoire aux populations. Parlons à présent, M. Moussa Mamadou, des avantages qu'offre cet observatoire pour les organismes financiers. Alors, vu du côté des organismes financiers, ce qu'on appelle les acteurs de l'offre, les avantages sont nombreux. On peut également les ramasser autour de 3 séries. Je vais d'avantages et d'atouts pour les établissements financiers. On va dire ainsi comme ça pour simplifier. Alors, la première série d'avantages, c'est que la création de l'observatoire permet d'introduire dans le jeu, dans l'écosystème de la finance de détail, une saine émulation entre les différents acteurs. Alors une saine émulation qui permet un peu à la limite de challenger, à la limite, les dispositifs et les processus qualité de ces entités-là. Ça, c'est le premier avantage. Il ne s'agit pas de concurrence, mais il s'agit de créer une saine émulation en procédant périodiquement, par exemple, à l'évaluation d'un certain nombre de procédures de politique de ces organismes financiers-là, à l'effet de s'assurer que, à la limite, leur offre de services et de produits correspondent à des standards de qualité escomptés. Ça, c'est la première catégorie d'avantages vus sous l'angle des acteurs de l'offre. Deuxième série d'avantages, c'est justement la mission emblématique de l'Observatoire qui porte donc sur les dispositifs de conciliation et de médiation financière. En procédant ainsi, on permet donc, à la limite, à ces établissements financiers-là, à la limite, de régler leurs litiges potentiels avec leur clientèle de façon amiable. Ça désengorge les tribunaux, mais ça renforce l'éthique financière. Et puis, ultime catégorie d'atouts et d'opportunités que peuvent saisir les établissements financiers à travers donc, un outil comme l'Observatoire de la qualité, c'est d'accroître leur visibilité au sein de la population. Au-delà de leur vocation première, qui est donc d'être des acteurs marchands et à la limite d'avoir une vocation commerciale, il s'agit de renforcer leur ancrage sociétal au niveau donc, des populations. Donc ça, c'est un objectif également qui permet donc de faire de l'Observatoire un cadre de rencontre et cadre d'échange entre les acteurs de l'offre et la clientèle de ces institutions-là et la clientèle potentielle. D'accord. Alors, comme tout organisme qui se fixe des objectifs, vous avez forcément des priorités. Quelles sont les vôtres? À ce stade donc d'opérationnalisation de l'Observatoire, nous avons 3 priorités essentiellement. La première qui me vient à l'esprit, c'est de doter l'Observatoire très rapidement d'un système d'information vraiment qui correspond aux meilleurs standards et qui comprend notamment, on l'a dit, un site comparateur, mais également une application de gestion en ligne donc, de la médiation et de la conciliation. Toute chose qui va permettre donc de massifier et de populariser donc l'action de l'Observatoire. Deuxième objectif essentiel, enjeu en tout cas au niveau de l'Observatoire, c'est de le rendre visible. D'accord. C'est de rendre l'Observatoire visible et connu par le plus grand nombre au niveau de la population. C'est un peu, à la limite de cet objectif-là que procède la présente émission, c'est-à-dire faire connaître l'Observatoire par les populations vraiment à tous les niveaux, que ce soit les populations citadines dans les zones urbaines ou périurbaines. Et puis, ultime objectif, c'est de doter l'Observatoire de moyens conséquents, c'est-à-dire en renforçant ses capacités, ses ressources, au-delà de la contribution somme toute déjà appréciable du gouvernement ivoirien. Alors la protection des consommateurs est l'une de vos principales missions, vous l'avez souligné tantôt à ce sujet. Dans quel cas et comment vous saisir? Alors l'Observatoire a vocation à être compétent pour connaître donc des différents, à la limite, qui mettent en présence, on l'a dit, les établissements financiers, qu'il s'agisse de banques, de compagnies d'assurance, etc., et leur clientèle. Leur clientèle qui sont de 2 catégories. Il s'agit des personnes physiques comme vous et moi, mais il s'agit également d'une autre catégorie, à la limite, d'acteurs, les micros, les petites et les moyennes entreprises. Donc voici un peu, le champ de compétences de l'Observatoire. Et puis, comment on saisit l'Observatoire? Ça, c'est l'autre question qui est importante. L'Observatoire peut être saisi de façon classique, c'est-à-dire soit par téléphone, on peut s'y rendre physiquement. Je vais dans les locaux de l'Observatoire, 6 à Abidjan, dans la commune de Cocody, à la Rivera Bonomé. L'Observatoire peut être saisi également par courriel électronique, par fax. Et puis, depuis, à la limite, quelques semaines, nous avons mis en route donc, un outil. Nous avons innové en mettant en place donc, une application de gestion en ligne donc, des plaintes. Comme je l'ai dit tantôt, c'est des choses qui vont permettre donc, de massifier l'action de l'Observatoire. Ça permet donc à l'Observatoire d'être présent à la fois partout et en tout temps
Et donc, il est possible, donc, via cette lucarne-là, de saisir l'Observatoire, non seulement pour les questions de plainte, mais également, à la limite, pour des questions d'information ou de conseil. Et voilà un peu, à la limite, la dernière innovation au niveau de l'Observatoire. Et vous pouvez nous garantir qu'on aura un interlocuteur au bout du fil si jamais on essaie d'entrer en contact avec vous? Oui, c'est-à-dire que tout ça, à la limite, va échoir à une équipe qui est constituée de gestionnaires de cas, des conciliateurs, chapeautés par un médiateur qui est indépendant. Et puis après, à la limite, un peu plus tard, nous allons, à la limite, renforcer ce mode de communication d'un centre d'appel. Et vous aurez forcément au bout de la chaîne, un opérateur compétent et professionnel qui prendra en charge donc, vos préoccupations. Qu'il s'agisse de demandes d'informations, de conseils, mais qu'il s'agisse également de griefs que vous voulez porter. Alors permettez-moi donc d'insister sur une question qui me semble importante. Est-ce que vous avez le sentiment, mieux la conviction que votre action porte du fruit, mieux se ressent sur le terrain? Oui. Disons qu'on peut répondre à deux niveaux. Une entité comme l'Observatoire, en tout cas une entité qui relève de la puissance publique de ce calibre-là qui est créé, passe par différentes étapes. Alors nous avons passé, disons, une bonne partie de l'année 2017 et 2018 à régler un certain nombre de problèmes institutionnels. Il s'agit donc de se doter des textes fondateurs de l'Observatoire, de constituer les différentes équipes, qu'il s'agisse, à la limite, du conseil d'orientation, mais également des équipes, à la limite, au niveau de la direction exécutive de l'Observatoire. Et puis ensuite, il fallait également se doter d'un certain nombre de méthodes et de procédures de travail. Alors, toutes choses donc qui nous ont coûté en temps. Une bonne partie de l'année 2018 et une partie de l'année 2019 ont été consacrées à cette mise à niveau. Ceci a pour conséquence que l'Observatoire a procédé au lancement officiel de ses activités à la mi-2019, autour du 25 avril 2019. Alors depuis lors, l'Observatoire, à la limite, a tenté donc de s'opérationnaliser. Mais nous avons conscience également qu'il y a des marges de manœuvre, il y a des marges de progression à combler au niveau donc, à la limite, de la visibilité de l'Observatoire. Alors, fort heureusement, nous nous sommes dotés donc d'un plan de communication et de sensibilisation au niveau de l'Observatoire qui part depuis les parties prenantes essentielles de l'Observatoire, comment communiquer avec elles. Fort heureusement, ces actions ont été réglées déjà. L'Observatoire a à peu près connu aujourd'hui au niveau des banques, des sociétés d'assurance, mais également, à la limite, des chambres consulaires et des grandes associations consuméristes. L'Observatoire est connu. L'objectif final et essentiel, c'est de faire connaître l'Observatoire, à la limite, par monsieur et madame tout le monde. C'est ce à quoi nous allons nous atteler aujourd'hui. Un certain nombre d'activités emblématiques sont prévues dans notre plan de communication et de vulgarisation de l'Observatoire. En quoi consistent par exemple ces activités-là? Ces activités-là consistent par emprunter des canaux tels que les canaux audiovisuels, la télévision et la radio par exemple. Cette approche consiste également à massifier, à la limite, l'intervention de l'Observatoire au niveau digital, c'est-à-dire la presse en ligne par exemple. Et puis, à la limite, ensuite, poursuivre, à la limite, les rencontres entre l'Observatoire et un certain nombre d'acteurs essentiels au niveau de l'inclusion financière. Les acteurs gouvernementaux en font partie, certains partenaires techniques et financiers en font partie, certains acteurs tels que les fintech également en font partie. Et cette communication s'inscrit dans un délai bien précis ou il est à définir? Disons qu'il y a des aspects qui sont circonscrits dans le temps, et puis il y a un aspect de la communication qui, lui, va se faire en continu. La communication en direction du grand nombre se fera en continu, en privilégiant tantôt un certain nombre de canaux, et puis dans d'autres cycles, à la limite, en fonction des moyens, c'est sûr, mais également de l'adaptabilité des besoins. Alors, nous sommes pratiquement au terme, on va le dire, de notre entretien. Alors, Monsieur Moussa Mamadou, le temps qui nous est imparti donc tire à sa fin. Y aurait-il un aspect particulier que nous avons manqué d'énoncer sur lequel vous aimeriez insister? Non, je crois que pour l'essentiel, on a fait le tour de la question. Il faut retenir en définitive que l'Observatoire est un outil de gouvernance qui a été créé par le gouvernement ivoirien. Il est placé sous l'égide donc du ministère de l'Économie et des Finances. C'est la maison commune, à la limite, des établissements financiers, mais également des populations en tant que clients potentiels de ces institutions-là. Il ne faut pas hésiter donc à saisir l'Observatoire en cas de demande, à la limite, d'informations, mais de conseils utiles, mais surtout également, en cas de grief, l'Observatoire peut être utile en termes de conciliation et de médiation entre, à la limite, les institutions financières et les clientèles. Est-ce qu'il existe des contacts sur lesquels on pourra éventuellement joindre cet observatoire? Oui, l'observatoire est joignable au niveau comme je l'ai dit, au téléphone. Notre standard, c'est le 22 49 24 29. L'observatoire également, à la limite, a une vitrine aujourd'hui, un site web www.oqstf.ci. Et puis, à la limite, l'observatoire, comme je vous l'ai dit tantôt, est également joignable à travers notre application de gestion des plaintes en ligne à l'adresse www.mediationfacile.ci.
Merci Monsieur Moussa Mamadou d'avoir donc répondu favorablement à notre invitation. Avec vous, nous avons parlé de l'aspect important, n'est-ce pas, des avantages qu'offre cet observatoire aux populations et aux partenaires financiers. Merci donc d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'est donc la fin de cette édition du Dimanche Magazine. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bon début d'après-midi. Dieu nous garde.